Bonjour à toutes et à tous, je suis Wenmi Oudraogo, Kumba de Ivoire Black History Month, qui est un festival d'envergure nationale en Côte d'Ivoire dédié à la célébration de la richesse du patrimoine culturel historique ivoirien, voire africain. Alors IBHM est à sa 6e édition et cette 6e édition-là, nous aborderons le thème de la décolonisation architecturale. Alors d'aucuns se diront pourquoi le choix du thème. On va peut-être dire que cette édition aspire non seulement à célébrer l'histoire des constructions africaines, mais aussi à encourager un avenir où ces savoir-faire sont valorisés, puis intégrés dans le développement durable afin qu'ils reflètent les identités et les valeurs traditionnelles de nos peuples. Bienvenue à ce podcast. Je ne suis pas seule, je suis en présence d'un étudiant architecte qui est en fin de cycle, qui se fera le plaisir de se présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Dadje Marvin, étudiant à l'école d'architecture d'Abidjan en fin de cycle. Je prépare actuellement mon mémoire. Et aujourd'hui avec Wenmi, nous allons vous parler de la décolonisation architecturale. Alors Marvin, on te souhaite la bienvenue, on espère que tu es à l'aise sur le plateau. Peux-tu nous parler de ton parcours en architecture et de ce qui t'a amené à t'intéresser à la décolonisation architecturale? Je suis rentré à l'école d'architecture d'Abidjan en 2018 après l'obtention de mon bac économique et social à l'école internationale Jules Verne. Alors j'ai fait 6 ans à l'école d'architecture et bon, au niveau de la décolonisation architecturale, mon intérêt est assez particulier pour tout étudiant en architecture, surtout pour ceux qui viennent de l'école d'architecture d'Abidjan. Ils vont remarquer qu'en fait au niveau des cours et tout, surtout au niveau des cours d'histoire de l'architecture, ils sont plus accentués sur ce que les Européens ont apporté en termes de connaissances, etc. Bon, je vais pas essayer de dire que c'est centré sur l'Europe parce que au départ et tout, on étudie les différentes civilisations avec l'architecture, l'Égypte, la Grèce, etc. et tout. Mais après, on se base plus sur ce que l'Europe, ce que les Amériques ont apporté en termes d'architecture, parce que bon, par exemple pour le mot même architecture et tout, il est venu en fait de la période de la Renaissance en Italie déjà. Ce qui fait que bon, quand on parle d'architecture directement, les gens pensent à l'Italie. Et après, avec les différents courants d'architecture dans le monde et tout, on voit que ces différents courants se sont développés soit aux États-Unis, soit dans l'Europe tout entière ou même en Asie. Et ça n'a pas encore en fait fait d'histoire de l'architecture purement africaine et tout, peut-être par manque de connaissances sur le sujet, vu qu'il y a peut-être pas assez d'écrits dessus, ou je ne saurais le dire, mais en termes de décolonisation architecturale, c'est vraiment intéressant pour tout étudiant en architecture de participer en fait à ce thème, parce qu'au final, si on ne connaît pas comment nos architectures ou notre architecture fonctionne, ça va être vraiment difficile. On va seulement se baser que ce que nous a appris sur l'architecture, qui est purement adapté à l'Occident. Je dirais ça de cette façon. C'est intéressant que tu puisses nous aider à mieux situer en fait le thème, nous dire d'où ça part, le contexte et tout ça. Alors dis-moi, comment penses-tu que ce thème puisse aider une personne qui n'a pas forcément étudié l'architecture? Ce thème peut aider une personne qui n'a pas forcément étudié l'architecture, en ce sens que déjà en thème de sa connaissance, pourquoi? Parce que c'est un thème qui est passionnant mais qui est vraiment d'actualité. Parce qu'actuellement on remarque que beaucoup de personnes s'intéressent à leur culture, à d'où ils viennent en fait, leur ethnicité, en fait à d'où ils viennent et tout, et etc. Et c'est vraiment intéressant parce que l'architecture est vraiment un des aspects importants dans la culture, et l'architecture est même le premier art parmi les 7 premiers arts. Bon, maintenant il y en a 10. C'est le premier art là de construire pour que les gens puissent pouvoir s'abriter, parce que c'est ça. L'architecture, c'est pour que les gens puissent venir s'abriter d'abord. C'est déjà par rapport à ça. Donc il y a cette protection là, et tous les peuples de la Côte d'Ivoire ont leur propre architecture, et c'est vraiment intéressant pour ce citoyen là qui veut retourner à ses origines, retourner à sa culture, de savoir en fait quelle est réellement l'architecture de chez lui. Donc ça que c'est la décolonisation architecturale, parce que pour quelqu'un qui n'est pas forcément
internationale étudier l'architecture. Quand on parle d'architecture, on va automatiquement penser en fait à ces architectures modernes, à ce qu'on voit en Europe, parce qu'on voit aux États-Unis ces jolies maisons d'Iris et tout. Pourtant, ces maisons qui sont faites dans ces pays-là, elles répondent en fait aux différents climats, aux différents paysages même de ces pays. Mais pour nous, nous avons notre propre architecture qui est adaptée à notre climat, à notre environnement, etc. Et c'est vraiment intéressant en fait pour quelqu'un qui n'est pas dans l'architecture de participer à cette décolonisation architecturale, de pouvoir accepter que notre architecture est comme ça et c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de ce complexe-là d'infériorité à vouloir dénigrer en fait ce que nous avons, à trouver ça d'arriéré, etc. Oh non, ce n'est pas arriéré, c'est adapté à notre environnement, c'est adapté à notre climat, c'est adapté à nos différentes valeurs. Donc c'est ce que j'aimerais dire. Alors, dans le sens de ce que tu viens de dire, en tant que futur architecte, quel type de stratégie tu pourrais mettre en place pour pouvoir montrer aux Africains que la vraie architecture, c'est pas forcément celle qui est occidentale, c'est pas forcément celle qui est moderne, mais aussi les ramener à l'architecture de nos ancêtres, en fait, et essayer de leur faire comprendre que c'était adapté au climat, et c'est toujours d'actualité de pouvoir créer quelque chose qui est adapté à ta région, en fait. Bon, déjà, il faut savoir que l'architecture est censée s'adapter au lieu dans lequel elle est. Ça, c'est vraiment un des premiers principes. À chaque fois que nous devons concevoir un bâtiment, peu importe le bâtiment, peu importe la nature de l'équipement doit pouvoir s'insérer dans le site. Il doit pouvoir s'adapter dans le site. Il doit pouvoir tenir compte du climat, etc. et tout. Donc ça, c'est vraiment une de nos premières missions de base. Ce qui fait que déjà, pour ici en Côte d'Ivoire, si nous devons concevoir, nous allons concevoir en fonction du contexte ivoirien. Ça, il y a rien à faire, on sera obligé de le faire. Maintenant, on le fait à travers quoi? On le fait à travers les matériaux, nos matériaux locaux et tout. Même si, bon, au niveau des matériaux, il y a des matériaux qui sont plus durables que d'autres, mais il y a aussi des techniques de construction, etc. Bon, au niveau de là, il y a aussi vraiment la formation à apporter au niveau de nos matériaux locaux, par exemple, comme la brique de terre et tout. Il y a vraiment, en fait, une technicité à apporter et tout. Une formation par rapport à cela. Ce qui pourra être fait et envisagé. Donc déjà, il y a la valorisation de nos différents matériaux locaux qu'on puisse utiliser, et vraiment valoriser ces matériaux, c'est vraiment participer aussi au développement durable, parce que ce sont des matériaux qu'on trouve à portée et qui ne polluent pas autant que ces matériaux en fait qu'on va devoir commander dans telle zone, telle région, qui va vraiment prendre du temps et tout. Après, au niveau des matériaux, il y a vraiment l'aspect de la vie, parce que bon, avant pour nos ancêtres et tout, leur société était différente de la nôtre. La société dans laquelle on vit, une société moderne, il y a la mondialisation qui est là, je dirais même une société contemporaine, avec la mondialisation, etc. Donc nous sommes hyper connectés. Il faut qu'en fait on puisse prendre en fait ces différents aspects, cette hyper connexion de nos vies, prendre aussi nos différentes réalités en tant qu'Ivoiriens et tout. Nous savons comment l'Ivoirien fonctionne, comment on va dire il fonctionne dans l'espace et tout, etc. Si par exemple nous devons concevoir un quartier, pour concevoir ce quartier, forcément il faut toujours mettre en fait des équipements tels que des boutiques, un alocodrome si nécessaire, gabadrome, etc. et tout, parce que ça fait partie de l'Ivoirien. Et c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment en fait concevoir des espaces adaptés en fait aux Ivoiriens et aux Africains au sens plus large, mais on va dire au niveau de l'Africain, en fonction de la zone dans laquelle il se situe, il y a des habitudes qu'il aura, qui sera forcément différent d'une personne qui ne vit pas forcément dans cette même zone. Donc en fait, il faut vraiment prendre connaissance de tout ça pour que l'architecture qui sera proposée puisse en fait vraiment s'insérer dans le lieu, s'insérer en fait dans le contexte dans lequel on se trouve. Alors, quelles critiques pouvons-nous porter sur l'architecture ivoirienne actuelle? Je dirais en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas encore réellement d'architecture propre à nous. On va dire une architecture ivoirienne. Bon, on pourra même pas avoir une architecture ivoirienne, parce que le truc avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est un pays, on est vraiment mélangé. On est deux pays multiculturels, et il faut dire que se baser seulement sur une architecture ivoirienne, ça va être vraiment compliqué. On a assez de cultures, que ce soit en termes d'ethnie, et même en termes de nationalité, parce qu'il y a différentes nationalités ici. On est souvent appelé la petite Afrique par rapport à ça et tout. Donc la Côte d'Ivoire a vraiment ce défi-là à relever, parce que il faut qu'on puisse en fait proposer des architectures
qui sont propres à tout ça, qui puissent en fait embrasser tous ces mélanges, tout ce brassage culturel. C'est vraiment un des défis à relever. Et mais dire qu'on a une architecture ivoirienne, je trouve pas encore qu'on a encore une architecture ivoirienne. C'est quelque chose qui est en train d'être développé. Au niveau de l'architecture qu'on constate en Côte d'Ivoire, bon, il y a l'architecture vernaculaire. L'architecture vernaculaire, en fait, c'est l'architecture, comme j'ai dit, qui est propre aux différents peuples ivoiriens. C'est l'architecture, en fait, traditionnelle. Si on doit dire ça comme ça, au niveau de l'architecture vernaculaire. Donc, on a ça déjà. Après, on a l'architecture qui est dit coloniale. L'architecture coloniale, c'est elle qui est venue pendant la période coloniale. Bon, par exemple, on peut citer le musée des costumes actuel, qui était la maison du gouverneur. On peut même citer aussi l'orphelinat des jeunes garçons de Bégerville aussi, qui était aussi la maison d'un gouverneur. Donc ça sont des éléments de l'architecture coloniale. Maintenant, après l'architecture coloniale, on a l'architecture moderne. L'architecture moderne, par exemple, on peut citer l'hôtel Ivoire, qui est une architecture moderne et tout, même si qui n'a pas été faite par un Ivoirien. On peut citer encore la pyramide du plateau aussi. Donc ça sont les architectures modernes que nous avons. Ces architectures modernes, en fait, elles sont considérées comme ce qu'on appelle le modernisme africain. Ce sont des architectures modernes qui se sont inscrits dans un contexte africain, si on doit le dire ici. Donc on a ces architectures modernes et tout. Et on remarque qu'à cette période, il y avait vraiment de l'investissement, il y avait vraiment une vision accomplie que notre ancien président Houphouët voulait. Donc que ce soit au niveau des matériaux, de la qualité des ouvrages, tout était au rendez-vous. Il y avait vraiment pas à se soucier. On était vraiment en avance sur ce point-là. Le problème qu'il y a eu après, c'est peut-être au niveau du suivi. Il n'y a pas réellement eu un suivi. Au niveau des entretiens de ces bâtiments modernes et tout, il y a une complication. Les gens peut-être ne sont pas forcément formés pour pouvoir les préserver, etc. Et tout. Il y a vraiment beaucoup de défis à relever au niveau de cela. Donc, dans le stade dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est l'architecture contemporaine. Mais l'architecture contemporaine ivoirienne, je ne le dirais pas, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup d'influences. Nous avons des architectures contemporaines qui sont puisants en fait des différents pays au climat tempéré, de ces inspirations que ces nombreux clients ont tiré sur des sites comme Pinterest, etc., de ce qu'ils voient en fait ailleurs, qu'ils veulent reproduire ici. Problème, ces architectures ne s'adaptent pas forcément au climat ivoirien. Des fois même, on aura l'impression qu'on regarde les quartiers avec ce genre de type d'habitation, de villas, etc., on n'aura même pas l'impression qu'on est en Côte d'Ivoire, on aura l'impression qu'on est dans un pays climat tempéré, on aura l'impression que peut-être à Los Angeles, si je dis pas n'importe quoi, on aura l'impression en fait qu'on n'est pas réellement en Côte d'Ivoire, on sera même étonné et tout. Donc, le problème actuel, c'est vraiment de trouver en fait, proposer en fait une architecture qui est vraiment adaptée à notre société contemporaine. Mais en même temps, ne pas oublier que nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment en fait le contexte ivoirien à mettre en place. Et bon, ça commence à être fait et tout de plus en plus, mais c'est pas encore suffisant, c'est pas aussi encore, on ne perçoit pas aussi encore bien et tout. Il y a vraiment fait tout ce mélange qui pose un problème qui fait que forcément on ne se retrouve pas dans l'architecture ivoirienne actuelle parce que c'est vraiment mélangé, les influences sont multiples et tout. Donc c'est un peu ce que je voudrais dire. Allant dans le sens de la colonisation, j'ai envie qu'on fasse un tour en fait sur la constitution de nos coordonnées géographiques. Nos rues, nos points de repère géographiques portent encore le poids d'une mémoire en rapport avec la colonisation. Et c'est un peu aberrant pour moi de voir que le nom de ces communes traverse le temps de la colonisation, de constater plus tard qu'elles portent jusqu'à présent toujours l'empreinte coloniale. Et quand on prend certaines ex-colonies, c'est les mêmes identités. À Abidjan, il y a le plateau, tu vas retrouver le plateau à Dakar et tu pourras trouver la rue de Sorbonne à Dakar, pareil ici. On est certes indépendant à pas mal de niveaux, mais en back-end, je vais dire, c'est pas tellement total parce que la marque de la colonisation y est et ce qui constitue une identité, c'est une marque. Les repères, on est toujours sur le joug et ces nominatifs de ces rues-là sont signes d'une identité coloniale qui plane toujours en fait. Et je pense qu'il y a de la volonté. Il y a de la volonté parce que dernièrement, il y a le boulevard Valéry Giscard d'Estaing qui a été changé. Il y a Feu Henri Bédier qui, avec son idée d'ivoirité, voulait changer les choses en nationalisant les entreprises, en nationalisant les choses et même au niveau du style vestimentaire, il y a eu le Zaï avec Mobutu et tout ça. Mais je pense que en rapport même avec l'architecture, il faut qu'on fasse une réforme qui soit vraiment appropriée et radicale pour notre espace ivoirien, culturel et tout ça. Quelles sont les constructions africaines qui t'ont particulièrement marqué et pourquoi? Au niveau des constructions africaines qui m'ont particulièrement marqué, déjà, je vais parler des mosquées de type
soudanais. Pourquoi? Parce que ces mosquées en fait sont un témoignage vivant de toutes ces civilisations des peuples du nord de la Côte d'Ivoire, même du Mali, etc. et tout. C'est là-bas en fait qu'on trouve ce type de mosquées. Ces mosquées sont vraiment adaptées au climat. Ce sont des constructions faites en terre et vraiment jusqu'à aujourd'hui, elles tiennent toujours. C'est vrai que à chaque fois et tout, il y a ces femmes-là qui vont toujours ajouter de la terre et tout ça et tout. En fait, c'est tous ces actes-là, en fait, tout ce travail, toute cette prise de conscience, en fait, montre vraiment l'intérêt de ces types de mosquées. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir ce type de mosquée. Bon, je veux pas vraiment citer quelle mosquée exactement m'a profondément marqué, mais ce courant, en fait, ce type de mosquée me parle beaucoup parce que quand on regarde dans le monde et tout, les différentes mosquées, tout ça, ces mosquées-là se distinguent des autres. Vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Après, comme construction encore, j'aimerais parler tant en Afrique du Sud aussi, c'est un bon exemple. On a les cases, on a la statue vernaculaire sud-africaine, particulièrement la statue vernaculaire d'un peuple qu'on appelle le peuple Ndébélé, qui est vraiment coloré et tout, avec le mural de ces différentes architectures et tout, sont vraiment un témoignage de l'histoire de ces différents peuples, que ce soit en fonction de la caste, en fonction du genre, etc. et tout. Nous avons des dessins symboliques qui sont particulièrement adaptés en fait à ces peuples-là. Après encore en termes d'architecture, au Nigeria, il y a le théâtre national du Nigeria aussi, qui est vraiment un bon exemple aussi, qui est vraiment une architecture qui essaie d'inspirer l'architecture brutaliste en Europe de l'Est. Je sais pas quel pays particulièrement et tout, mais je trouve qu'il s'inscrit bien vraiment dans le paysage de Lagos et tout. Après, en termes encore de construction, si je dois rester dans la zone ouest africaine, quand je regarde et tout, c'est plus en fait des architectures vernaculaires que vraiment des constructions nouvelles en tant que telles. Mais récemment aussi, il y a le musée du Vaudin qui va bientôt ouvrir ses portes et tout au Bénin, qui lui aussi me parle beaucoup parce que on va dire le Vaudin est vraiment un élément culturel qui est vraiment spécifique en fait, qui est propre au Bénin, et avoir un musée du Vaudin est vraiment très intéressant. Dans le même courant aussi, nous avons le futur musée Amazon qui va ouvrir au Bénin également aussi, qui va retracer en fait toute l'histoire des Amazones, etc. et tout. Je trouve ça vraiment intéressant, ces différents musées qui vont venir et tout, pour en fait raconter toute cette histoire, toutes ces civilisations et tout qui ont été délaissées, tous ces objets qui ont été volés par l'Europe et tout qui vont être restitués, et ces musées en fait vont venir pour nous présenter ces civilisations qui sont oubliées pour la plupart et tout, mais vraiment qui marquent et qui continueront en fait à marquer ces différents pays dans le futur. Les mosquées du style soudanais du nord de la Côte d'Ivoire ont officiellement été inscrites dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelle émotion ça te suscite d'avoir cette information, cette nouvelle-là, et qu'est-ce que tu peux dire relativement à ça? Alors déjà, oui, j'ai appris l'inscription de ces mosquées. Et honnêtement, j'aimerais dire je suis content, et enfin il était temps que ces mosquées puissent faire partie de notre liste, de notre patrimoine en fait, culturel, matériel. Parce que pour ces mosquées-là, il faut réellement qu'on puisse les préserver, qu'on puisse en fait apprendre aux gens en fait les différentes techniques de construction utilisées pour ces mosquées, comment les préserver et peut-être comment les reproduire. Parce que il faut qu'on puisse aussi les reproduire et les moderniser même, si je le dirais ainsi, pour qu'en fait qu'on puisse continuer à préserver. Donc pour l'information, je l'ai apprise à 2 reprises. La première fois, c'était lors d'un panel organisé par l'UNESCO, mais ça c'était par rapport aux droits d'auteur, dans la période du Massa et tout. Ils avaient déjà parlé du projet et il y a eu la confirmation. Ça c'était lors de l'atelier organisé par le centre de recherche architecturale et urbanistique, ou le centre de recherche en architecture et en urbanisme. Et ils avaient eu à faire un atelier sur 3 jours, je crois, si je me trompe pas. Et lors de ces 3 jours, la délégation de l'UNESCO a parlé de l'inscription de ces mosquées de type soudanais qui allaient être effectives dans pas longtemps et tout. Donc je suis vraiment content et j'espère vraiment qu'on pourra inscrire d'autres patrimoines culturels, matériels présents ici, et même voire immatériels, parce qu'on en a assez. Mais vraiment c'est une très bonne nouvelle pour notre patrimoine culturel ivoirien, et vraiment aussi au niveau du tourisme aussi ça va apporter beaucoup au pays, parce qu'il faut valoriser le tourisme dans ces zones. Je trouve que le nord de la Côte d'Ivoire en termes de tourisme, ce n'est pas encore réellement ça. Il faut qu'on puisse diversifier notre tourisme, et le tourisme en Côte d'Ivoire ne va pas être forcément basé
balnéaire ou récemment montagneux avec moi, etc. Faut qu'on puisse avoir différents types de tourisme, le tourisme de la savane, etc. et tout. Et l'inscription de ces mosquées va participer réellement à l'essor du tourisme dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc je suis vraiment content par rapport à cela. Est-ce que tu as déjà travaillé sur des projets qui reflètent les valeurs traditionnelles tout en intégrant des approches modernes et durables? Par rapport à ça, récemment en classe, au cours d'architecture bioclimatique, notre prof nous avait donné un projet. En fait, on avait un projet de rénovation d'une école primaire qui était vraiment en mauvais état et tout. Et en fait, on devait rénover cette école-là. Et il nous a mis en groupe de 4 personnes, je crois, au moins. Il nous avait à travailler dessus. Donc, au niveau de la proposition architecturale, on devait utiliser des matériaux locaux, durables et tout. Et bon, forcément pas de climatisation autorisée, etc. Donc, c'était vraiment, en fait, travailler une architecture qui est vraiment bioclimatique, qui est vraiment adaptée, en fait, à la zone dans laquelle nous devions implanter cette école. Donc, on a utilisé des matériaux comme les bris de terre, tout ce qui est en rapport avec la ventilation naturelle, l'éclairage naturel, etc. et tout. Et aussi au niveau du paysage, etc. Mettre des plantes qui sont adaptées à notre climat ivoirien, surtout à la zone dans laquelle on se trouvait. Et c'était vraiment intéressant et tout de pouvoir travailler sur un projet de ce style-là, parce que c'était dans un village que cette école-là se trouvait et tout. Donc, proposer une architecture moderne qui utilise en fait les valeurs traditionnelles de la zone dans laquelle on se trouvait. C'était vraiment intéressant de pouvoir en fait relever ce défi et tout, et c'était une belle expérience, mine de rien. Comment vois-tu l'avenir de l'architecture en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains en termes de décolonisation et de durabilité? Je vois déjà un avenir prometteur pour la Côte d'Ivoire, parce que actuellement, que ce soit en termes de volonté politique, au niveau de l'ordre des architectes, des étudiants, etc. et tout, il y a vraiment cette volonté de vouloir en fait proposer une architecture qui est adaptée à la Côte d'Ivoire. Donc je me dis, donc d'ici quelques années, on verra les résultats et tout au niveau des différents projets, et ça va vraiment être prometteur pour la Côte d'Ivoire. Et aussi, ce que je trouve également intéressant, c'est que le continent africain, nous n'avons même pas encore construit 50% des bâtiments dont nous avons encore besoin. Donc, on a vraiment une large palette, je vais dire ainsi, en termes de construction, etc. et tout, à proposer. Donc, il y a vraiment beaucoup de défis à relever. Je pense qu'on pourra les relever parce qu'il y a vraiment un intérêt par rapport à ces différentes, en fait, problématiques. Que ce soit au niveau de la réhabilitation de bâtiments en ruine, la préservation, la construction de nouveaux édifices, etc. Il y a vraiment une large palette de travail à faire, de propositions architecturales et tout. Et je pense qu'on pourra réellement relever le défi et tout. Et j'espère aussi que ce soit pas forcément aussi au niveau des acteurs de ce métier, mais aussi au niveau de la population. Que la population puisse s'intéresser aux architectures du moins africaines, parce qu'il y en a plusieurs. Vraiment s'intéresser à ce qu'on a ici. Donc vraiment beaucoup de documentation, beaucoup de savoir-faire aussi, de savoir-être. Et bon, en tout cas, je vois déjà un avenir prometteur par rapport à cela. Notre podcast tire à sa fin. Est-ce que tu as un mot de fin? Tu as quelque chose à adresser à la jeunesse, à une niche de personnes et tout ça? Bon, déjà, merci pour cette invitation, pour ce thème enrichissant qui est la décolonisation architecturale. En fait, on va dire que actuellement nous sommes dans une époque, comme je l'ai dit auparavant et tout, où les gens commencent à s'intéresser à leur culture, à vouloir revenir en fait à leurs différentes origines, aux racines, etc. et tout. Et c'est vraiment un thème qui est passionnant. Déjà dans le fait qu'on veut proposer quelque chose qui est propre à nous, donc l'architecture doit pouvoir aussi intervenir. Pas forcément aussi au niveau de l'architecture, il y a vraiment plein d'autres aspects, que ce soit au niveau même vestimentaire, au niveau, je sais pas, de la nourriture, au niveau vraiment l'hygiène, bon, et j'en passe et tout. Il y a vraiment fait une large palette sur lesquels on doit travailler, vraiment proposer des contenus propres à nous, surtout aussi au niveau de l'audiovisuel, etc. Comme conseil et tout pour, par exemple, les futurs étudiants en architecture et tout qui veulent s'inscrire, etc. Je vous invite vraiment à faire beaucoup de recherches sur les différentes architectures africaines, les architectures ivoiriennes et tout, à vous documenter. Si vous voulez proposer des contenus aussi pour ajouter votre touche à l'édifice, apporter votre touche à l'édifice, pardon, faites-le, n'hésitez pas et tout. Et pour les futurs architectes et tout, continuez à faire promouvoir notre savoir-faire, continuez à faire promouvoir en fait notre richesse culturelle, parce que c'est vraiment ça en fait qui apporte un plus. Et
Et voilà, en fait, suivons la vague et tout, revalorisons-nous, utilisons nos différentes racines et évoluons avec. Combinons tradition et modernité, parce que vraiment, dans la société dans laquelle nous vivons, on ne peut pas aussi retourner aussi au traditionnel, etc. Il faut qu'on puisse embrasser ça dans notre société contemporaine pour pouvoir évoluer. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas son passé peut pas réellement aller dans le futur. Donc c'est ce que j'aimerais vraiment apporter comme message et tout ça. Merci beaucoup à vous et à un de ces quatre. Merci Marvin. J'aimerais rappeler l'importance de ce thème-là, et c'est une démarche qui cherche à célébrer les identités locales en incorporant des éléments architecturaux traditionnels qui reflètent l'histoire et les valeurs des communautés locales, mais aussi favoriser la durabilité en utilisant, comme il a dit tout à l'heure, des matériaux et des techniques de construction respectueuses de l'environnement dans lequel on est, souvent inspiré de méthodes traditionnelles, et rompre avec des styles imposés en rejetant les styles architecturaux imposés par les colonisateurs ou en mettant en avant des designs qui respectent et valorisent le patrimoine culturel local. Merci de nous avoir écoutés. C'était Wendy et Marvin et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.